economies and what that's going to look like. When we look to the east, we've seen very different levels of migration there. In some of the eastern provinces, people who have migrated into the Atlantic provinces. In the north, we have a whole different set of issues that communities are facing. So what we've asked the authors to do is to talk about what those key issues are in their province over the last 5 years, and then to talk a bit about some of these responses or kind of collective action that community members or organizations have taken in response to some of these changes. So the way people have mobilized resources, they've come together to kind of affect change or build resiliency in their communities. So each chapter will outline those kind of issues, talk about some of those responses, and then also talk about what the future might look like. The State of Rural Canada report is certainly the result of a lot of hard work from a lot of different people coming together to really amplify these stories and try to pull out some lessons that we can share with different folks through this report. Le rapport sur l'état du Canada rural est un rapport que nous publions tous les 2 ans, quelque chose que nous avons commencé en 2015. Chaque année, il a en fait pris une forme différente. Cette année, nous revenons à son format original qui était une approche régionale. Nous avons donc un chapitre pour chaque province et territoire qui couvre les questions clés du monde rural dans cette province ou territoire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont les différentes provinces traitent des différents problèmes. Il y a de nombreux problèmes clés dans les différentes provinces. Ici, si on regarde à l'ouest, c'est très important de parler, bien sûr, du secteur olivifère, du pétrole, du gaz, de l'évolution des économies et ce à quoi cela va ressembler. À l'est, nous avons observé des niveaux de migration très différents et certains habitants des provinces de l'est ont migré vers les provinces de l'Atlantique. Dans le nord, vous avez ensuite des communautés confrontées à une série de problèmes très différents. Nous avons donc demandé aux auteurs de parler des principaux problèmes dans leur province. Ensuite, nous leur avons demandé de parler de certaines de ces réponses ou des types d'actions collectives que les organisations de membres de la communauté ont pris en réponse à certains de ces changements. Ainsi, les gens se sont mobilisés autour des ressources pour mettre en place des changements ou renforcer la résilience dans leur communauté. Chaque chapitre présentera ce genre de questions. Nous parlerons de certaines de ces questions, puis de ce à quoi l'avenir pourrait ressembler. Le rapport du Canada rural est certainement le résultat du travail acharné d'un grand nombre de personnes différentes qui se sont réunies pour vraiment amplifier ces histoires, essayer de tirer quelques leçons à partager avec les gens dans ce rapport. The State of Rural Canada is a report published every 2 years by the Canadian Rural Revitalization Foundation. This year, the report looks at key issues in rural communities in each province and territory. Here's Dr. Sarah Breen, one of the authors for the chapter from British Columbia. In the past 5 years, rural British Columbia has been severely impacted by record-breaking wildfires and flooding. As I record this video, the 2021 wildfire season has seen over 1,500 fires and over 800,000 hectares burned, including the destruction of the community of Lynden. The research is clear that climate change will continue to impact and change rural BC, including those conditions that exacerbate wildfires. And the environmental, economic, and social implications of climate change for rural BC will be significant. For our local governments, community groups, as well as for us as individuals, this includes 3 key pieces. The first being education and awareness. And the second relates to planning both for adaptation to a changing environment, but also building that resilience for dealing with change, as well as taking action. Collaborative efforts are necessary to address climate change. The Crown land that surrounds our rural communities and impacts rural communities is under the management of the provincial government. So as we need changes to the management of that Crown land in order to help rural communities adapt and stay safe, that requires a collaborative effort between local governments and provincial governments. And additionally, climate change is another important arena for reconciliation with and building relationships and partnerships with First Nations and Indigenous people, which remains one of the most important and critical action items for rural BC heading forward.
L'État du Canada rural est un rapport publié tous les 2 ans par la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale. Cette année, le rapport examine les principaux problèmes des communautés rurales dans chaque province et territoire. Ici, le Dr Sarah Breen, l'une des autrices du chapitre de la Colombie-Britannique. Durant les 5 dernières années, les zones rurales de la Colombie-Britannique ont été gravement touchées par des incendies records. Alors que j'enregistre cette vidéo, la saison 2021 des feux a vu plus de 1500 incendies et plus de 800 000 hectares brûlés, y compris la description de la communauté de Reen. La communauté et la recherche démontrent clairement les impacts sur ces zones rurales, y compris les conditions qui exacerbent les incendies. Les implications environnementales, économiques et sociales du changement climatique seront importantes. Pour nos gouvernements locaux, les groupes communautaires ainsi que les individus, cela comprend 3 éléments clés. Le premier étant l'éducation et la sensibilisation. Le second concerne la planification, à la fois pour l'adaptation à un environnement changeant, mais aussi pour le développement de cette résilience pour faire face aux changements et agir. Des efforts collaboratifs sont nécessaires pour faire face au changement climatique. Les terres de la couronne qui entourent nos communautés rurales ont un impact. Elles sont gérées par le gouvernement provincial. Donc, alors que l'on apporte des changements à la gestion de ces terres de la couronne, les communautés devront aussi s'adapter et être aidées pour la sécurité. En outre, le changement climatique est un autre domaine important de réconciliation et d'établissement de relations et de partenariats avec les Premières Nations et les peuples autochtones, ce qui demeure l'une des mesures les plus importantes et les plus critiques pour les communautés rurales de la Colombie-Britannique. The State of Rural Canada is a report published every 2 years by the Canadian Rural Revitalization Foundation. This year, the report looks at key issues in rural communities in each province and territory. Here's Dr. Lars Holstrom, one of the authors for the Alberta chapter. So looking at the province as a whole, when we think about rural development and the issues that are presented in terms of rural development here, they're defined by complexity, integration, and dynamism. This is a province of change, and is a province that's seen a lot of political change, policy change, and of course economic change, not just through its history, but particularly over the last 10 to 15 years. We've had 5 different premiers in just over a decade with significantly different ideas about the policy role and priority of rural communities in this province. This means that municipalities, following revisions to the Municipal Governance Act, have really struggled with coming to terms with where they fit in a province with significant economic changes and recent downturns in terms of how they respond to COVID-19 and their role within public health more broadly, where they fit in terms of economic development, business recruitment, entrepreneurialism, and service provision, and of course, where they land in terms of land use and land use planning. When we look at some of the key responses that we've seen, some of the most interesting do come from very innovative communities. Hello everyone, bonjour, bienvenue. Bonjour tout le monde, re-bienvenue. Nous sommes emballés d'être de retour pour cette séance de l'après-midi. J'espère que vous avez un très bon repas, une chance de vous reposer et de vous préparer pour cette excellente après-midi pleine de contenu prêt pour vous. Et durant le dîner, j'ai pensé à ce matin et j'apprécie vraiment la façon dont nous faisons ces discussions, autant pour les choses qui se passent à la base, surtout pour la résilience des groupes communautaires, des organisations, de même que des discussions à un niveau plus élevé, le secteur public, privé, et comment tout ceci fonctionne ensemble. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ces réunions et ces regroupements. Aussi, je pensais jusqu'à quel point c'est intéressant que tant de gens se joignent à nous venant de partout au Canada. Il y avait près de 100 personnes qui étaient là ce matin, ce qui est vraiment très bien. Et il y a près de 150 personnes qui sont inscrites. Alors, on s'attend à ce que ce 150 devrait être là durant les 2 jours. Et c'est merveilleux. J'étais un peu déçu de ne pas avoir plus de photos partagées sur Twitter durant l'heure du dîner. Je vous encourage de nouveau de sortir, prendre une photo de vous, de là où vous êtes, et de partager ça avec le mot-clic « Mon milieu rural », hashtag Share Your Rural. J'en ai vu une de Kristen, de Colombie-Britannique, et elle a vraiment de magnifiques paysages qui l'entourent. Alors, merci pour avoir partagé cela avec nous, et j'ai bien hâte de voir plus de cela
cet après-midi ou dans le jour à venir. Alors, pour démarrer notre activité de cet après-midi, c'est avec plaisir que je présente John Buck, de nouveau, le coprésident de cette conférence et le PDG et président au CEDEC. Alors, pour présenter notre séance cet après-midi, je vais passer le micro à John. C'est à toi, John. Merci, Kyle. Et excellent travail. Vous faites un très bon travail de maître de cérémonie. C'est bien apprécié. Et vous êtes tellement prolifique. Moi, je suis les médias sociaux. Je ne sais pas comment vous êtes capable de parler et de taper en même temps. C'est tout un talent que vous avez. Et je sais que vous allez pouvoir garder tout notre auditoire bien intéressé aujourd'hui. Et notre prochain invité va nous aider avec cela. Un événement merveilleux jusqu'à maintenant. Alors, pour commencer cet après-midi, il me fait plaisir d'accueillir Mariette Muller. Madame Muller est présidente et PDG de World Trade Center de Winnipeg. Elle a développé des initiatives de commerce et est fondatrice de 3 organisations de développement économique qui ont bien aidé la croissance du Manitoba, entre autres le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, ou le CIDEM, comme on l'appelle. Elle a été élue comme vice-présidente de l'association du World Trade Center et elle a un point de vue commercial à son rôle en tant que membre CA sur le Canada West, leur CA, de même que le CA de TV5. Alors, Mariette va parler d'une histoire qui va vous inspirer sur l'importance de la collaboration et de la durabilité des programmes dirigés par les communautés. Au point de vue plus personnel, moi, ça fait près de 20 ans que je connais Mariette. Nous étions enfants lorsqu'on s'est rencontrés. J'ai eu le grand plaisir et l'honneur de travailler avec elle, souvent dans le contexte du développement économique pour les minorités de langue officielle. Mariette est une grande militante pour le développement économique et excellente alliée pour les communautés partout au Canada, non seulement au Manitoba, mais partout. Mariette est un leader modèle et une inspiration. Elle va apprécier pourquoi c'est un des francophones les plus importants au Canada, nommé par Franco-Presse. J'étais bien heureux d'apprendre que Mariette serait parmi nous aujourd'hui. Alors, Mariette, merci et bienvenue. Merci beaucoup, John, de m'avoir présenté. C'est vraiment le fun de recollaborer avec toi. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, mais dans le temps, on avait des projets avec lesquels on avait été impliqués. Donc, merci beaucoup pour l'invitation, puis merci de m'avoir inclus dans cette belle initiative. Je sais que c'est pas facile d'organiser des forums, puis de le faire virtuel, c'est encore un autre défi. Alors, bravo à vous et à toute l'équipe pour ce forum magnifique. Je sais que c'est d'ouvrage, mais vous l'avez bien réussi, alors bravo. Alors, on m'a demandé de présenter un petit peu sur l'expérience que j'ai vécue, puis peut-être un peu sur les communautés avec lesquelles on a travaillé dans le temps. Alors, aujourd'hui, moi, je suis PDG du World Trade Center Winnipeg. Alors, Winnipeg, c'est au Manitoba, en plein centre du Canada. Et puis, on avait organisé 4 forums internationaux où on invitait la planète à venir faire des affaires à Winnipeg. Ça s'appelait Centralia. Ça avait vraiment été super bien, puis on le faisait en collaboration avec différents joueurs dans le secteur privé, dans les associations. Et puis là, à un moment donné, on a commencé à se faire approcher pour « Hey, avez-vous déjà pensé d'acheter une licence pour le World Trade Center? » Puis nous autres, on a dit, pas vraiment, là. Vous travaillez à l'international, ça vous brancherait encore mieux, ce serait plus facile d'organiser des forums à l'international comme vous avez fait. Vous allez faire partie d'un réseau, puis c'est comme, on y a songé, mais c'était un gros projet. Et puis, nous autres, on était l'ANIM, alors l'Agence nationale internationale du Manitoba. Notre mandat était d'utiliser notre bilinguisme pour attirer de l'investissement, attirer des immigrants, attirer du commerce au Manitoba. Donc, c'était vraiment ça l'idée. C'est pour ça qu'on travaille en français. Et puis là, de penser à acheter une licence pour le World Trade Center, c'était pas évident. Mais on a travaillé avec la Winnipeg Chamber of Commerce. Puis ensemble, on a trouvé le financement pour acheter une licence. Mais avant ça, il fallait
consulter les différents joueurs, s'assurer qu'on avait l'appui, s'assurer que les gens voyaient ce que ça pouvait bénéficier au Manitoba de faire partie d'un tel réseau. Puis, ça a été vraiment un cheminement extraordinaire parce qu'on a eu la chance de rencontrer les leaders dans la communauté d'affaires, les différents organismes, les différentes associations, s'asseoir avec eux autres, leur expliquer leur rêve, leur vision, de faire partie de ce monde, de ce grand monde-là de World Trade Center. Le World Trade Center Association, le headquarters est à New York. Et puis, on sait, on vient de passer les 20 ans de commémoration du fameux 11 septembre 2001. Et puis, ça, c'est le même groupe de gens qui ont parti ce World Trade Center, cette association, mais dans l'objectif de faire du trade. C'était vraiment, ça a été mis sur pied par Guy Tezzoli, qui avait vécu la guerre, puis qui avait dit plus de guerre. Et normalement, quand on fait des échanges commerciaux avec quelqu'un, avec un pays, on veut pas être en guerre. Alors, c'était ça l'idée. C'était peace to trade. Alors, le World Trade Center, juste l'idée de ça, c'était pour faciliter les liens d'affaires, les liens de commerce international. Puis au Canada, ben, il y avait déjà le World Trade Center de Toronto, Montréal, Vancouver et Edmonton et Halifax. Puis là, de nous, de se joindre avec les autres Canadiens, c'était vraiment important. Mais il fallait aller chercher l'argent, puis il fallait chercher l'appui, et puis on est allé chercher l'argent à travers du secteur privé, puis ensuite des commanditaires, des banques, la Banque nationale nous a aidés. Ça a été vraiment une belle collaboration. Et ensuite, il fallait aussi aller chercher le financement pour fournir des services, les fournissent d'échanges commerciaux. Alors ça, encore une fois, on a eu l'appui du gouvernement fédéral, provincial et municipal. On s'est retrouvés dans l'ancien hôtel de ville à Saint-Boniface. Alors, c'est là ce sont les bureaux. Une belle collaboration des 3 niveaux du gouvernement et du secteur privé. Puis ça a mené à nous de faire partie de ce grand réseau-là. Puis croyez-moi, ça vaut tellement la peine. Il y a plus de 300 World Trade Centers autour du monde. Alors, à la minute qu'on a une personne d'affaires qui s'intéresse à un marché ou un autre, on vérifie en premier si on a-tu un World Trade Center qui existe. Puis ensuite, on travaille évidemment avec le gouvernement fédéral, qui a des ambassades un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une belle collaboration. Encore une fois, quand on aide un entrepreneur, de travailler avec le gouvernement fédéral, puis avec nos frères et sœurs World Trade Centers autour du monde. Alors, c'était juste pour vous donner une petite idée du World Trade Center. On est un World Trade Center complètement bilingue. La langue de travail, c'est le français, parce qu'on avait vraiment mis sur pied tout ce forum international-là. Et puis, c'était une fierté que nous sommes bilingues et puis on travaille en français. Donc, en achetant de la licence, on a maintenu le fait français puis le fait bilingue. Parce que quand on se promène dans le monde, on parle les 2 langues officielles du pays. Puis, ça enlève des barrières linguistiques quand on travaille avec des pays où le français est important. Puis, franchement, je suis toujours impressionnée que le français se parle un peu partout dans le monde. On recherche souvent à vouloir apprendre le français parce que c'est une langue riche et prestigieuse dans bien des idées de gens. Et puis, c'est certainement une langue qui est parlée dans plus de 50 pays au monde. Alors, c'est quelque chose dont je suis très fière comme Canadienne, que ça fait partie de nos valeurs. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de World Trade Center, mais je voulais surtout vous parler de un peu mon expérience, de ce que j'ai vu, les succès de différents projets dans les différentes communautés. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, on est en 1970. Alors, oui, j'étais jeune, vraiment, vraiment jeune. 10 ans. Mais j'étais là et puis j'ai vu mon père s'impliquer dans un grand projet. Alors, 1970, c'était les 100 ans de la province du Manitoba. Et puis, il y avait toutes sortes d'activités qui s'organisaient évidemment, dans la ville capitale à Winnipeg, à Brandon, dans les villages anglophones autour. Puis vraiment, il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans les villages francophones pour commémorer les 100 ans de notre province. Et puis papa, qui est un entrepreneur, puis d'autres, avec la chambre de commerce à Saint-Pierre-Joli, au Manitoba, un petit village de 800 personnes, ils ont décidé, eux autres, qu'ils allaient faire quelque chose de spécial. Et puis, ils savaient que la reine d'Angleterre s'en venait au Manitoba. Oui, la même Élisabeth, celle qui est toujours là, s'en venait ici avec son mari, le prince Philippe, puis leur fils, puis s'en venait au Manitoba pour commémorer les 100 ans. Puis la reine, elle allait faire une coupe de stop dans les villages anglophones. Puis papa et les autres ont dit, « Hey, pourquoi qu'elle viendrait pas à Saint-Pierre-Joli? Puis pourquoi qu'elle viendrait pas parler puis faire son discours, la reine d'Angleterre, en français
à Saint-Pierre-Joli au Manitoba. Et ils l'ont réussi. Vous voyez la photo. Premièrement, la photo, c'est mon petit papa avec un des élus. Ensuite, l'autre photo, vous voyez que c'est le prince Philippe qui est là, et puis qui est chez nous dans notre village. Alors, la reine, elle est là, puis elle reçoit des fleurs. L'autre photo, c'est la jeune Mona Bruno, qui maintenant Mona Fallis, qui est devenue éventuellement la mairesse du village de Saint-Pierre. C'est juste une petite anecdote à côté. Mais c'est elle qui avait gagné le concours de présenter les fleurs à la reine. Imaginez-vous. Je voulais tellement être choisie, mais non, ça n'a pas été moi. Mais ça a été vraiment un beau concours, puis c'était le fun que l'école était impliquée. C'était prestigieux de pouvoir donner les fleurs à la reine. Alors là, organiser une visite de la reine, c'était comme si c'était pas assez. Le village de Saint-Pierre a décidé qu'il prendrait avantage de la visite pour organiser quelque chose de nouveau. Puis le village de Saint-Pierre, autour, il y a beaucoup de villages anglophones qui sont juste pas loin, à proximité. Et puis, nous autres, on était un petit peu comme les frogs, qui appelaient les grenouilles. Et puis, les gens de Saint-Pierre ont décidé, hey, on va prendre avantage de ça. Ils nous appellent déjà les frogs. Pourquoi qu'on fait pas un concours de grenouilles, de sauts de grenouilles? Puis l'idée, c'était qu'on invitait les politiciens, les gens d'affaires, le village à avoir une grenouille. Vous voyez ici dans le saut, une grenouille. Puis ils choisissaient la grenouille, puis ils avaient le droit à 3 sauts. OK? Puis le plus loin gagnait, puis c'était juste là, le fun. Ils ont appelé ça le Festival des Folies de Grenouilles, Frog Follies. Vous voyez sur la photo. Bienvenue à Saint-Pierre-Joli, Frog Follies. Ben, c'est ça. Ils ont commencé ce beau festival-là qui vient de célébrer 50 ans. Il vient juste de célébrer 50 ans. Et puis, vous voyez aussi, quand la mort de Prince Philippe au mois d'avril, le mari de la reine, au mois d'avril, il y avait dans le Toronto Star, que vous voyez ici, c'était un article justement qui commémorait la fameuse visite à Saint-Pierre-Joli en 1970. Mais ça a vraiment pris un village, dans le vrai sens du mot, pour non seulement s'assurer que la reine Élisabeth était passée dans le village, faire un discours en français dans notre langue, mais d'organiser le premier Folie Grenouille Festival commémorant notre histoire, nos ancêtres, notre héritage francophone, puis d'avoir du fun, de rassembler les gens. C'est devenu une attraction touristique vraiment impressionnante. Tout le monde connaît Saint-Pierre-Joli aujourd'hui pour les Folies Grenouilles ou les Frog Follies, comme bien du monde connaisse, parce que les gens sont venus ensemble. On est allé chercher le maire du village à l'époque, on est allé chercher les commanditaires, les gens d'affaires, le gouvernement du Manitoba a aussi prêté main forte au niveau financier, la municipalité s'est impliquée. Alors, ça a vraiment été une collaboration tellement impressionnante. Puis moi, j'étais petite fille, là, j'ai vu ça comme ça, puis il y avait une grosse parade, évidemment, puis tout le monde déguisé. C'était vraiment quelque chose, puis c'était big pour nous autres, hein, parce qu'il y avait du monde, la reine d'Angleterre était là, il y avait du monde partout dans le village. Et puis ensuite, le festival de Folie Grenouille a comme tout amené ensemble. La reine est partie, le festival a pris, et puis aujourd'hui, 50 ans plus tard, c'est toujours là. Mais ça prend vraiment le niveau privé, public, collaboration, focus. C'était d'utiliser même ce qu'on avait de différent à Saint-Pierre, qui était notre héritage francophone, pour dire, hey, on est fiers de ça. On est fiers de ce qu'on peut offrir à la population francophone, anglophone, ukrainienne, tout le monde autour qui est autour de Saint-Pierre. Tout le monde en a bénéficié. Ça a des retombées économiques tellement importantes. C'était évident. Et puis, pour moi, petite fille, j'ai vu ça. Et puis, ça a été vraiment marquant. Parce que parce que j'entendais des affaires des fois, un tel d'ici, un tel de ça, eux autres ne veulent jamais participer. Le monde sont venus ensemble. Pour moi, c'était vraiment impressionnant. J'ai peut-être manqué des bouts parce que j'étais jeune, puis peut-être j'ai pas tout vu, les choses derrière qui étaient les grands défis. Mais ce qui est paru pour moi, c'était beaucoup plus le fait qu'on a réussi en utilisant ce qu'on avait vraiment de naturel chez nous. Puis ça me fait penser à un autre projet, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Alors, vous connaissez peut-être le CEDEM. Le CEDEM, c'est le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba. C'est le REDE du Manitoba. C'est le groupe qui s'occupe du développement économique francophone au Manitoba.
Alors, imaginez-vous qu'en 96, j'ai été la première directrice du CEDEM. C'est comme ça que je connais John puis d'autres dans le réseau. Alors, ça fait longtemps que je traîne autour. Mais à ce moment-là, c'était nouveau, c'était complètement nouveau de se doter d'un engin économique au Manitoba pour s'occuper des municipalités bilingues, pour s'assurer qu'ils avaient une force économique, qu'ils avaient le potentiel d'attirer de l'investissement, des immigrants, du tourisme dans la communauté. Mais il y avait un petit déclin qui se passait et puis on voyait les gens partir, puis c'était pas évident. Donc, on a travaillé avec chacune des municipalités pour un projet qu'on a appelé le projet de vision. Le projet de vision, c'était vraiment de s'asseoir avec la communauté puis de voir, tu sais, le SWOT, l'analyse SWOT, c'est quoi nos forces et tout ça. Puis d'identifier, ben, c'est quel projet qui aurait du bon sens dans cet endroit au niveau géographique, au niveau démographique, au niveau culturel, au niveau de ce qu'ils ont naturellement. Puis, un des villages, où ce que ça m'a vraiment marqué personnellement beaucoup, c'est le village de Saint-Laurent au Manitoba. Puis le village de Saint-Laurent, c'est un village métis. Alors, c'est vraiment là où il y a le plus de concentration de métis francophones au Manitoba. Puis c'est un village qui a connu ses hauts et ses bas, mais qui ont décidé à un moment donné, à travers de tout ce processus-là, et puis à travers du fait qu'ils voyaient le potentiel d'utiliser leur héritage métis, puis en faire quelque chose. Puis eux autres aussi ont commencé un festival, qui ont appelé le festival Manipogo. Ça a attiré énormément d'attention. Mais encore là, il fallait que le côté du municipal soit impliqué, le côté des gens d'affaires, aller chercher des subventions potentielles pour de la province du Manitoba. Ça a vraiment été un grand succès, ce Manipogo, qui continue à exister. Mais ça a aussi mené à quelque chose d'autre. Puis moi, ce que j'ai vu vraiment, c'était quasiment comme visible, ça l'était pas vraiment en réalité, mais c'était tellement un ressenti, c'était la fierté des gens, la fierté métisse. Hey, on a quelque chose de différent, on a quelque chose, on a un vécu, on a des façons de faire, des traditions qu'on veut partager. Puis ça a mené même au point où ce que aujourd'hui, à Washington, D.C., au musée Smithsonian, il y a une aile métisse de la communauté de Saint-Laurent au Manitoba qui se retrouve là-bas. Ça a été tellement un élément de fierté. Je vais toujours me rappeler que le CEDEM, ça a été vraiment une façon réelle de venir contribuer à l'épanouissement d'une communauté. Puis encore, ça revient vraiment aux partenaires privés, publics, à amener le monde ensemble, à consulter les gens autant que possible, à aller chercher leur opinion, les impliquer. Les gens veulent faire partie de quelque chose. Alors, ça a été tout un processus. Puis ça, on l'a fait dans d'autres communautés. D'autres communautés ont surtout misé sur, disons, leur élément agricole. Par exemple, il y avait aussi un parc industriel à Sainte-Agathe qui était planifié. Il y avait un nouveau terrain de golf à la Brequerie. À Saint-Léon, c'était les éoliens, c'est un parc éolien. Il y a plein de vent, il y a beaucoup d'espace. Alors, les gens ont dit, hey, c'est une belle façon pour nous de s'impliquer dans un projet vert, puis d'attirer ça chez nous. Alors, il y a eu des projets comme ça. Puis chacun, c'était le même fil conducteur. La vision, faire un focus sur notre projet, à se rassembler les gens ensemble, inviter les gens à donner leur opinion, sans manquer notre focus, hein, parce que c'est facile. Tu as quelqu'un qui lève la main, qui dit « Hey, on pourrait peut-être faire ci, on pourrait peut-être faire ça ». Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous dérouter, mais c'est l'importance de rester focalisé sur qu'est-ce qu'on essaie de réussir. Puis, évidemment, de communiquer avec les gens, de dire ce qu'on veut, c'est quoi la vision, où est-ce qu'on s'en va. Quand les gens voient qu'il y a quelqu'un a une vision, c'est pas mal plus le fun de suivre ça que si quelqu'un est éparpillé ou si c'est négatif ou quoi que ça soit. Alors, à travers mes années au CEDEM, j'ai été là longtemps, 11 ans de temps, et puis j'ai toujours vu ce même sorte de fil conducteur, que ça soit aussi à Saint-Boniface, le quartier francophone de Winnipeg, ou dans les communautés francophones bilingues rurales. Ça a vraiment été marquant pour moi de voir à quel point que les gens peuvent se prendre en main puis aller de l'avant. Alors, moi, aujourd'hui, au World Trade Center, c'est différent parce que je travaille avec l'ensemble du Manitoba, tous les secteurs.
toutes les entreprises à différents niveaux, il y en a qui sont prêts à aller à l'international, et il y en a d'autres qui veulent juste faire une expansion dans la province ou veulent faire des échanges commerciaux à travers du Canada. Alors, c'est le rôle qu'on joue. Et puis, finalement, je vois à quel point que c'est pas mal toute la même chose. Quand on veut travailler ensemble, puis qu'on trouve des partenaires, c'est là qu'on réussit. Parce que nous autres, on travaille avec beaucoup de partenaires. Ça peut être des associations d'industrie, que ce soit l'aérospatiale ou autres industries avec lesquelles on travaille chez nous. C'est cette collaboration-là qui assure la réussite de nos projets. Alors, moi, je voulais vous partager ces petites histoires-là pour ce que ça vaut, sachant que à quelque part, il y a beaucoup de monde que je pense qui cherche un peu de faire une différence et puis d'aller chercher ces gens-là. Alors, je vous remercie de votre attention aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité. Et puis, je souhaite à chacun de vous qui sont ici en train de suivre ce forum, puis d'apprendre, puis de prendre des outils. Je vous souhaite une grande réussite dans les projets que vous allez entreprendre. Et puis, si vous avez des questions à me poser, ben, je suis prête à répondre. Alors, merci encore. Merci beaucoup, Madame Muller. Ça me fait penser, durant mon bac, j'ai suivi un cours de la sociologie des communautés francophones hors de Québec et écouter ton parole est vraiment un exercice full circle, Guy. Alors, merci beaucoup. Nous avons temps maintenant pour des questions. J'invite les personnes à mettre vos questions dans le chat. Everyone, please feel free to drop. Sentez-vous bien libre de mettre vos questions dans le clavardage et je vais animer cette séance ici. Vous pouvez les mettre en français ou en anglais et nous allons continuer la conversation ici. Bon, alors... Qu'est-ce qui rend les programmes viables et pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui rend les programmes viables, les programmes que les gouvernements vont mettre en avant-plan? Mais premièrement, j'ai trop souvent vu des programmes qui ont été mis en avant-plan sans consultation. Je pense que la clé, c'est toujours de consulter. Parfois, c'est des bonnes intentions. Souvent, c'est des bonnes intentions. Mais si on n'a pas consulté la population, si on ne s'est pas informé sur c'est quoi les besoins, parfois on manque le bateau. Alors, je penserais que la première chose pour des programmes, c'est vraiment de s'assurer qu'on est en lien avec les besoins de la population qu'on essaie de desservir. Ce serait vraiment ça. Parce que je l'ai souvent vu, puis je me dis, wow, c'est vrai que c'est une bonne intention, mais on a peut-être passé à côté parce qu'on a manqué. On a manqué le bateau un petit peu à cause que on n'a pas été à fond avec les consultations. Merci. Et en ce qui concerne le commerce au Manitoba, quels sont quelques-uns des facteurs cruciaux à prendre en considération lors de l'établissement de collaborations fructueuses à long terme? Bien, au Manitoba, on est quand même une petite province, donc les gens se connaissent assez bien, mais on est très diversifié comme économie. Alors oui, on parle souvent de l'agriculture comme étant un élément très fort dans notre économie, oui, mais l'agriculture est peut-être à la fondation, mais quand on parle de l'agriculture, on parle aussi de food security, packaging, logistics, comment est-ce qu'on rend notre produit au marché. Alors, les gens qui viennent au Manitoba, qui s'intéressent au Manitoba, faire des affaires au Manitoba, il faut être très au courant que c'est pas juste l'agriculture comme on la connaît, mais c'est c'est tellement plus grand que juste ce qui est dans la terre. Alors, par exemple, à un moment donné, tout le côté aérospatial qui est pas mal fort chez nous, bien, on a une entreprise qui s'est fondée sur le fait de faire la transformation du lin, OK, pour un produit où ce qu'on peut s'en servir dans les machines agricoles. Alors, il y a des machines agricoles qui utilisent les composites qui viennent du lin, de notre terre. Donc, il y a tellement d'éléments. Des fois, les gens se limitent à penser, on sort le lin, on mange le lin, comme, non, je parle de flax, OK? Mais le flax a été transformé pour être capable d'être utilisé dans de la matière
dans l'aérospatiale, dans l'agriculture, dans les voitures. Alors, je pense que c'est important de, premièrement, comprendre qu'une économie très diversifiée comme celle du Manitoba, alors on a les industries environnementales, on a l'aérospatiale, on a l'agriculture, on a les protéines qui sont de plus en plus importants au niveau de protéines comme dans pas juste dans l'animal, mais aussi plantes, les aliments végétariens. Alors ça devient de plus en plus une tendance. Ensuite, on a tout le côté de manufacturier. Alors, souvent, l'agriculture et le manufacturier travaillent ensemble. Alors, c'est toutes des sortes d'éléments que je pense que les gens devraient s'informer davantage sur qui sont les joueurs. On a des associations qui représentent les différentes industries. Alors, moi, je proposerais que si les gens s'intéressent, de s'informer sur quelle industrie ou quelle association industrie existe. Il y a les chambres de commerce, il y a le CEDEM, il y a le World Trade Center. Alors, il y a beaucoup de différentes industries ou différentes associations qui existent. Il y a le Rural Economic Development du Manitoba qui vient juste d'être mis sur pied, qui est très fort, qui ressort de Brandon. Puis c'est vraiment pour essayer de faire vibrer toute l'économie, surtout rurale. Mais l'économie rurale ne se limite pas seulement à l'agriculture. Il y a beaucoup de manufacturiers dans le rural chez nous. Donc, moi, je proposerais que les gens s'informent parce qu'on est là pour aider, puis on est là pour ouvrir des portes puis mettre les gens en connexion. Cool, merci. So, we do have some questions On a des questions qui arrivent maintenant, mais peut-être comme une question de suivi. Qu'est-ce que vous voyez à l'avenir? Bon, ces processus de collaboration, comment est-ce qu'ils vont changer à l'avenir? Bon, il y a beaucoup de forces et de tendances qui changent de façon dont ces collaborations sont établies. Alors, comment est-ce que, si vous aviez une boule de cristal, qu'est-ce que vous verriez dans 10 ans, par exemple? Bon, ça, c'est plus vraiment spéculatif ici. Bon, World Trade Center, nous organisons une étude pour regarder où le Manitoba est-il compétitif ou concurrentiel mondialement. On sait que l'agriculture, c'est immense. Et j'ai parlé d'aérospatial, mais on sait aussi que ça a rapport avec la chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas? Alors, la collaboration va être à propos de la connaissance et de la compréhension de la chaîne d'approvisionnement qui est dans cette chaîne et pourquoi nous avons besoin des autres éléments dans cette collaboration. Parce qu'on n'ira pas loin sans collaboration. Bon, on l'a vu durant la COVID, bon, comment les chaînes d'approvisionnement subissent l'impact. Et le niveau de collaboration va probablement être un petit peu plus concentré localement. Bon, il va probablement avoir des efforts pour s'assurer qu'il y ait plus de collaboration locale pour être capable des efforts pour faire du commerce à l'international. Oui, je sais que je suis avec le World Trade Center, mais je vois vraiment le Canada comme étant capable d'être plus concurrentiel mondialement si on a l'innovation sur la table et la collaboration locale pour nous donner la force de pouvoir concurrencer au niveau international. Ça, c'est ma boule de cristal. Là. Oui, merci. Très intéressant aussi parce qu'on a vu cette semaine les choses internationales qui se produisent, qui ont peut-être... Bon, on ne pense pas que cela a des implications claires pour nos endroits localement, mais clairement, tout est interdépendant sur cette planète, oui. Merci beaucoup. La prochaine question, c'est pouvez-vous nous parler un peu plus du projet Vision? Le projet des Visions, très excitant. So, what happened there? The difference between this project and many I had seen before. Ce qui est arrivé, c'est très excitant, c'est que nous avons été en mesure d'obtenir le financement. Il est très important. Vous devez bien le faire et aller jusqu'au bout. Et on est très chanceuse que le WED a pu nous aider. Donc, on était assis avec les différentes agences de développement économique local. À l'époque, il y avait 12 unités quand j'étais là à l'époque. Donc, on s'assoyait avec l'agence, le gouvernement municipal, et nous avons organisé comme une genre d'assemblée municipale. On s'est assis et on a vraiment forcé les leaders communautaires à regarder leurs forces et quelles étaient les perspectives. Une fois qu'ils avaient déterminé quel projet était le plus prometteur sur le plan économique, car il est question d'économie, bien sûr, quel projet pouvait
changer la donne économique dans leur village ou leur municipalité. Ensuite, on a amené un architecte. Cet architecte est en mesure de mettre un dessin, une vision pour que les gens puissent être stimulés, emballés. Et on a donc aidé avec des notes de brefage pour le ministre qui devait entendre cette présentation, afin de clarifier et de polariser leur attention, pour avoir l'architecte, pour qu'ils puissent voir, visionner cela. Et le fait qu'ils avaient ces dessins architecturaux faisait toute la différence, car les gens étaient en mesure de voir. Les gens embarquent beaucoup plus quand ils peuvent vraiment se voir de quoi est-ce qu'on parle. Donc, whether it was to get sponsorship, fundraising. Que ce soit pour le parrainage ou avoir la persuasion auprès de différents groupes. Quand vous pouvez le voir, vous pouvez le soutenir. Et pour moi, c'était vraiment la charnière. Mais on ne permettait qu'un seul par municipalité pour commencer, pour donner une chance à chacun. Mais certaines municipalités étaient vraiment très dynamiques. Bon, on a ça, on a ceci, on a cela. Bon, d'accord, attendez un peu, on va commencer à la voix. Donc, quel est votre premier projet, votre priorité? Donc, polarisez votre attention là-dessus pour s'assurer qu'on puisse aller au prochain niveau. Et c'est sûr qu'il y a des municipalités qui ont profité d'avoir plus d'un projet, car c'était vraiment des gens dynamiques, ils avaient l'impression qu'ils avaient quelque chose de plus à offrir. On était là pour les aider. Et il y avait beaucoup de rédaction administrative, une aide architecturale qu'on en offrait. Les autres municipalités l'ont fait aussi de façon brillante. C'est pour ça qu'il y a eu tant de succès. C'était agréable de voir tout ça. C'est vraiment très intéressant. Et cela évoque un peu les discussions de ce matin sur le bâtir et constituer une meilleure capacité. Notre prochaine question. Au World Trade Center, comment est-ce que vous entrevoyez les nouvelles collaborations? Écoutez, alors, réponse. C'est un peu comme au niveau local, sauf que dans ce cas-ci, le World Trade Center de Winnipeg fait partie d'un réseau de 300 tels centres de par le monde. Le défi qui est le nôtre, et vous venez de mentionner de ce qui se passe sur le plan international, c'est les différentes approches qui sont adoptées ici et là. Ce que les pays vont voir comme légitime et d'autres vont peut-être ne pas avaliser le même genre de projet sur leur territoire. Donc, il est question, autour de la table des World Trade Center, il est question, les atomes crochus, qu'est-ce qu'on a en commun pour démarrer? Car vous pouvez imaginer Winnipeg, on n'est pas vraiment d'un très haut profil. Quand tu penses au Canada, c'est Toronto, Vancouver, Montréal, mais pas Winnipeg. Donc, moi, je suis d'une communauté rurale et notre force dans l'économie, c'est vraiment très ancré dans la ruralité. Donc, nous, c'est notre nom. Mais parce que tous les centres de commerce mondial dans le monde sont nommés d'après leur ville. Mais la raison pour laquelle on a un profil plus élevé, c'est parce qu'on est proactif et on cherche des similitudes avec d'autres centres de commerce. Quelle sorte d'économie ont-ils qui ressemblent à la nôtre? Quand on a eu un partenaire d'affaires, un client qui cherche un certain marché, comment établir un lien, jeter le pont? Et ensuite, quand on est relié avec le centre de commerce local là-bas, la clé, c'est de voir qui d'autre est un partenaire potentiel, le maillage. Donc, c'est la même façon que tout partenariat fonctionne, n'est-ce pas? Il faut essayer d'identifier ce qui est l'avantage pour l'autre personne. Un autre genre de partenaire qu'on a développé sur le plan local, c'est avec les parrains ou les commanditaires. Donc, la clé à la commandite, c'est qu'ils voient que vous êtes un bon investissement, que vous avez une rentabilité qui vient pour eux. C'est la première chose, même avant d'identifier pourquoi seraient-ils intéressés pour eux. C'est quoi l'intérêt pour eux? Peut-être c'est notre connexion avec la communauté, avec notre clientèle, peut-être notre connexion nationale ou internationale. Ils doivent voir une valeur inhérente. C'est toujours la clé de notre maillage de partenariat. Oui, c'est vrai, vous avez très raison. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment important. C'est ça, l'avantage réciproque de tout partenariat est un élément clé. Vous avez bien raison. Donc, continuons avec nos questions. Les questions arrivent de peu partout. Un peu de recul. Quand on pense à la reprise économique et les changements que nous avons connus,
comment les Canadiens, les Canadiennes ou les Manitobains devraient-ils travailler différemment quand on pense à cette collaboration et essayer d'établir une vision ou une vision commune qui pourrait nous fédérer? Réponse. On parle beaucoup de la diversité et je crois que on est sur la bonne piste. Nous pourrons reprendre de la vigueur économique plus rapidement. C'est d'aller chercher les forces de chacun et de chacune. On est chanceux au Manitoba car on a beaucoup de diversité quant à nos populations et les origines. On a beaucoup de francophones, on a beaucoup d'autochtones, on a aussi une communauté multiculturelle. Et nous leur avons toujours donné beaucoup de lumière. On les a promus, on les a célébrés. On a célébré notre diversité. Donc, avec l'ESG, la gouvernance économique et sociale, je crois que c'est comme ça que les Canadiens vont sortir. L'autre, c'est innover. Il faut absolument innover. Il faut aider aux entreprises de participer, que ce soit l'intelligence artificielle ou la nouvelle façon de faire affaire. Je pense que les programmes qui devraient ressortir pour aider les entreprises afin qu'elles soient plus concurrentielles. Et c'est souvent relié à l'innovation, n'est-ce pas? Et de leur rendre cela facile. Par exemple, on a beaucoup de webinaires qu'on a offerts à partir de février de 2021. Il était question de e-commerce, de commerce en ligne. Et pour les PME, donc il est question d'entreprises locales qui n'avaient pas du tout de stratégie en ligne. Et ces entreprises n'étaient pas en mesure de de vendre en ligne. Et après 4 semaines de ce webinaire, ils avaient un magasin en ligne. Ils savaient comment livrer, le commander, comment faire les retours, comment être payé, pour que ce soit vraiment convivial pour le client. Donc, harmoniser et rendre fluide l'expérience client. Et ce sont les outils qui peuvent vraiment aider. Mais parfois, il faut investir un peu plus dans ces outils au début pour leur donner la chance de réussir. Super, je vois tellement de parallèles avec les conversations qu'on a eues ce matin. Par exemple, les marchés de fermiers qui sont allés en ligne. On a eu beaucoup de soutien pour que les gens puissent aller en ligne. Tellement de synergie, c'est vraiment emballant, c'est incroyable. Bon, la prochaine question, c'est qu'aujourd'hui, pendant ces 2 journées qu'on est ensemble, on va parler des secteurs publics, privés, de la société civile. Alors, je me demandais, est-ce que vous voyez ces secteurs sous-représentés, des façons de augmenter la représentativité de ces secteurs dans nos collaborations? Réponse. Alors, écoutez, pour nous, on a beaucoup de soutien avec le gouvernement canadien, le gouvernement provincial du Manitoba, dans différentes dimensions de nos activités. Et la clé, c'est que il faut que les gouvernements municipaux soient tout aussi actifs. Ils n'ont peut-être pas autant de budget, ils n'ont pas le trésor équivalent, mais c'est important que le fédéral s'aperçoive de l'activité municipale. Parce qu'il y a parfois des crédits d'impôt qui sont possibles pour offrir plus de résilience et de force locale. Car si vous êtes fort localement, vous serez plus fort au provincial et certainement plus fort sur le plan national, voire international. Ce sont les aspects que j'aimerais voir prendre leur essor. Donc, donner plus de pouvoir et d'importance aux municipalités. Ah oui, d'accord. Alors, on a beaucoup parlé de la capacité locale, n'est-ce pas? Les capacités que les organisations ou les municipalités ont au plan local. Alors, moi, je me demandais, pourriez-vous réfléchir si nos efforts pourraient être dirigés dans un sens ou dans l'autre, mais quels sont les outils, selon vous, au plan municipal qui pourraient avantager les municipalités pour participer à ces collaborations? Réponse. Alors, je pense que il faut penser aux organisations
quand j'ai parlé de la vision, nous avons été en mesure d'écrire des notes à l'interne, donc des communications, du marketing, de l'aide avec ces outils-là. Et je pense que si vous responsabilisez les agences de développement économique local, par exemple, ou les municipalités, d'avoir la capacité d'offrir ces services, de faire des transferts de connaissances, par exemple, de ce qu'ils peuvent faire au niveau encore plus local. Il y a beaucoup d'outils qui existent, il y a beaucoup de gens qui les ont, mais on ne regroupe pas tout parfois, savez-vous? Et ce serait la clé pour moi. Le renforcement des capacités, c'est quelque chose à long terme. Ce n'est pas à court terme. C'est vrai que c'est un court terme, mais ça livre des impacts à long terme. Donc, quand vous en parlez, quel est le sens réel à y donner? Mais il faut le prendre au sérieux. Il faut décider que nous allons polariser notre attention là-dessus, car nous savons que cela a des fruits à long terme pour la collectivité. Voilà ce que je pourrais vous offrir à cet égard comme opinion. Je vous remercie infiniment, madame. Donc, nous nous rapprochons de notre temps, mais si vous avez des questions, on a encore quelques minutes, donc s'il vous plaît, écrivez vos questions. Nous avons 8 minutes qui restent. But I've got one more question that's just come in here. J'ai une dernière question. Your Pan-Canadian insights have been very... Vos intuitions pan-canadiennes sont très utiles et tout à fait possibles à appliquer dans bien des endroits. Elles sont transférables comme intuition, au fond. Alors, je me demandais, est-ce que vous pourriez un peu expliquer comment on pourrait apprendre de façon transversale? Comment on pourrait partager ces connaissances? Où aller pour voir les exemples, pour s'inspirer? Réponse. Je pense que vous avez beaucoup de connaissances ici même avec les organisateurs de ce forum. Commençons là. Il y a eu des collaborations ici qui sont vraiment impressionnantes. Dans mon petit monde du centre de commerce mondial, c'est presque plus facile pour quelqu'un de faire commerce avec les États-Unis qu'au sein même du Canada, car il y a beaucoup de barrières commerciales entre les provinces. C'est ridicule. Il y en a tellement, qu'il soit question de transport, qu'il soit question de l'étiquetage, de la nourriture. Il y a plein de défis au sein même du Canada. Donc, je pense que les organisations qui font du développement économique, s'ils pouvaient identifier ces barrières-là, ces obstacles, on pourrait commencer à avoir plus de commerce au sein même du Canada. Et en faisant le commerce, on apprend les uns des autres. Donc, les organisations qui existent déjà, qui jouent un rôle très important et qui se relient aux organisations locales. Et ensuite, voir s'il n'y a pas de revendication en face à ces barrières interprovinciales qui entravent le commerce pan-canadien. Cela ne devrait pas être plus facile de commercer avec les Américains qu'avec nos propres concitoyens, pourtant. Vous avez bien raison. Alors, on dirait que c'est toutes les questions que nous avions. Alors, merci beaucoup. Ça a été vraiment une session très importante et très intéressante. Moi, je pense ne pas me tromper si je parle au nom de tous en disant que nous avons beaucoup appris. Et maintenant, je vais inviter chacun à la prochaine séance. Alors, la prochaine étape, c'est que nous avons les discussions. Donc, un rappel, ces séances sont en ligne. Elles ont été disponibles pour quelque temps déjà. Donc, assurez-vous que vous êtes passé en revue, que vous avez formulé vos questions et que vous amenez ces questions et ces points de discussion au groupe de discussion. Vous serez en mesure d'accéder à ces salles avec l'outil Breakout Rooms et vous pourrez donc participer ça et là à votre guide et discuter avec les différentes personnes qui s'y trouvent. Donc, cela va aller jusqu'à 15 heures environ. Donc, on revient ici, on se reprend ici à 15 heures. Non, pardon, je le reprends. À 15 heures, on va aller directement dans les panels. Donc, on ne revient pas ici dans cette salle-ci. Donc, vous allez avoir une invitation du système qui va vous dire où vous rendre et on va demander à chacun de suivre
les différentes instructions à mesure que vous les recevez. Ne restez pas trop longtemps dans les salles de discussion car nous voulons avoir un peu de temps aux participants de parler. Donc, n'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez vous servir du point d'interrogation en bas à droite pour avoir de l'assistance technique, mais en règle générale, vous pouvez toujours le bouton retour au lobby afin de retourner à la plateforme de la conférence et reprendre votre chemin. Donc, sur cela, prenez quelques minutes. C'est une invitation que je vous lance et venez nous voir dans les salles de discussion. On a hâte de vous rencontrer là et merci beaucoup de votre présence, Madame Muller.